Bonjour à tous, chers alumni, chers alumnae. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire très attendu sur le sujet de la carrière et du recrutement. Que ce soit pour décrocher un premier emploi, changer de cap, évoluer vers des postes de direction ou gérer des changements de carrière, voulus ou non, à différents stades, on est confronté en fait au processus de recherche d'emploi. C'est pas toujours simple et il dépend souvent de nombreux facteurs, certains qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais c'est pour vous aider dans cette démarche et maximiser vos chances de succès que nous avons invité 3 alumni actifs dans le recrutement pour partager leurs perspectives, leurs attentes et ce qui fait la différence dans leur évaluation des candidats et leur prise de décision. Donc, nous avons invité donc Sonia Aïd Bouziad, qui est diplômée en génie mécanique et aussi qui a fait son PhD à l'EPFL, qui a travaillé plus de 20 ans dans l'industrie et notamment plus de 10 ans dans les RH. C'est vraiment cette perspective RH qu'elle va apporter. Nous aurons également Amélie Courgeon, qui est diplômée aussi en génie mécanique, donc 2 mécaniciennes aujourd'hui, qui travaille comme chef de service en fait chez Alten et qui a recruté énormément d'ingénieurs, donc il vient vraiment avec la perspective du hiring manager. Et nous avons également Jacques Laurent, qui est un diplômé en matériaux, qui a également fait son PhD à l'EPFL et qui est managing partner chez EMS, qui est un cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé en ingénierie. Donc, 3 perspectives et 3 alumni pour vous partager leurs conseils, et vous aider dans ces processus. Donc, n'hésitez pas, vous avez le bouton Q&A en bas du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons garder environ 15 minutes sur la fin pour pouvoir y répondre. C'est vraiment l'occasion justement d'interagir. Et voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Gaëlle Croza, qui est notre responsable carrière et relations entreprises à l'EPFL Alumni, qui va animer en fait le débat. Donc, je vous souhaite un très bonne conférence. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le recrutement. Je suis ravie d'être là aujourd'hui en présence de Sonia, Amélie et Jacques. On va peut-être commencer par un petit tour de table avant de démarrer la table ronde et les questions à nos experts. Donc, je vais d'abord donner la parole à Sonia pour qu'elle puisse se présenter et s'introduire. Merci Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis diplômée en génie mécanique. J'ai eu mon diplôme en 1998, formation que j'ai complétée ensuite avec un doctorat en hydraulique que j'ai obtenu en 2002. J'ai eu ensuite l'occasion et l'opportunité de partir 2 ans aux États-Unis, travailler dans une entreprise de consulting spécialisée dans les machines hydrauliques et les centrales hydroélectriques. Je suis ensuite revenue en Suisse où j'ai été engagée chez Rolex en tant que responsable de production dans les ateliers et dans la section des montres finies et de montres bracelets. Donc, à ma charge toute la production et avec 400 collaborateurs. Et j'ai ensuite rejoint le site de Bienne en tant que responsable de projets d'amélioration continue. Des projets que j'avais de type informatique, qualité et RH notamment. Ces projets qui ont fait que confirmer mon intérêt pour les ressources humaines et la valeur ajoutée que je pouvais y apporter en tant qu'ingénieur. J'ai ensuite rejoint le groupe Richemont, cette fois-ci en tant que DRH, dans une manufacture de cadrans. Et j'ai ensuite évolué 7 ans au sein du groupe, dans différentes manufactures horlogères de renom. En 2017, j'ai décidé de faire un break professionnel pour ensuite reprendre mes activités de DRH au sein de Fisher Connectors. Voilà. Merci beaucoup, Sonia, pour cette présentation et ce beau parcours. On se réjouit en tout cas d'entendre vos conseils par rapport au processus de recrutement. Je vais maintenant passer la parole à Amélie pour qu'elle puisse également se présenter. Alors oui, merci Gaëlle et merci de nous avoir aujourd'hui. Donc pour ma part, Amélie Courgeon, donc diplômée de mécanique. En 2012, j'ai commencé comme jeune ingénieure en fait dans l'aérospace chez Alten déjà à l'époque. Et en fait, pour ma part, tout le parcours d'évolution plutôt sur la partie business et ensuite en tant que chef d'équipe, c'est fait en interne.
Donc, j'ai rejoint Alten Suisse, qui était en fait une toute petite entité à l'époque, en 2015. Voilà, où on commençait vraiment toute la redynamisation de l'activité. Et aujourd'hui, je suis en charge pour le département engineering, qui représente 160 ingénieurs. Donc, Alten Suisse a bien grandi jusqu'à 450 personnes. Donc, c'est vrai que dans mon rôle, aujourd'hui, et avec mon équipe, l'idée, c'est pour nous de mettre en place et monter les projets avec nos clients, mais du coup aussi de mettre en place des équipes qui vont nous aider à mener à bien ces projets, donc d'où l'implication côté recrutement aussi. Très bien, merci beaucoup. Petite précision peut-être, est-ce que vous pouvez nous indiquer le type de profil que vous recrutez? Est-ce que c'est plutôt des profils d'ingénieurs techniques, des managers? Alors, pour ma part, je vais recruter des ingénieurs sur la partie technique, ça c'est clair. Donc, dans mon département, plutôt orienté, donc électronique, mécanique, on va avoir du logiciel aussi, tout ce qui est mécatronique, système automatisé. Et dans les autres divisions, vous allez retrouver les profils plus orientés pharmaceutique et IT. Voilà, dont mes collègues pourraient parler aussi peut-être plus en détail. Et également, en fait, au niveau manager, on va également recruter des managers. Merci beaucoup, Amélie, pour cette introduction. Et enfin, je donne la parole à Jacques pour son introduction. Oui, bonjour à tous. Mon nom est Jacques Laurent. Je suis en effet diplômé de l'EPFL en sciences des matériaux avec un doctorat aussi que j'ai terminé il y a bien longtemps, hein, à la fin des années 80. Ensuite, j'ai eu un début de carrière, 10 ans en effet comme ingénieur matériaux, en fait directement comme manager R&D et chef de projet R&D chez Tetra Pak en Suisse, mais aussi aux États-Unis. Ensuite, j'ai eu l'occasion de diriger pendant 8 ans le parc scientifique, la fondation du parc scientifique sur le site de l'EPFL, hein, où j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de startups et d'encadrer beaucoup de start-upers et de projets spéciaux. Ensuite, j'ai voulu tenter ma chance du côté des sociétés d'investissement, puis un parcours de consultant indépendant dans différents domaines, consultant en investissement, infrastructure, énergie renouvelable, etc. Et puis, j'ai rejoint justement la société Engineering Management Selection il y a 4 ans. La société EMS est spécialisée depuis plus de 30 ans, en fait, dans c'est une société de recrutement, de chasseurs de tête, si vous voulez aussi, spécialisée dans le recrutement d'ingénieurs qualifiés, d'informaticiens qualifiés, ainsi que de managers pour toutes sortes de positions, C-level, y compris direction générale. Voilà, et je suis le responsable, en fait, pour toute la Suisse romande de cette activité. Merci beaucoup, Jacques. Eh bien, je pense qu'avec des profils et des parcours aussi riches et variés, les discussions durant cette conférence vont être très intéressantes. Donc, encore un grand merci à tous les trois de votre présence aujourd'hui. Je vous propose du coup qu'on commence maintenant la partie table ronde. Donc, peut-être pour introduire, en fait, on sait que l'envoi d'un dossier de candidature, en tout cas la présentation d'un dossier de candidature, représente très souvent le premier contact avec un employeur. Et malheureusement, de nombreux candidats échouent à cette étape-là. Je pense que c'est donc intéressant qu'on réfléchisse ensemble peut-être aux biais qui sont possibles et qui sont les plus efficaces pour atteindre et entrer en contact avec les recruteurs, mais aussi sur comment en fait on peut présenter son profil pour avoir du succès et pour pouvoir décrocher un entretien. Donc je vais peut-être commencer par poser la question à Amélie pour lancer les discussions. Amélie, selon vous, comment faire en tant que candidat pour se faire repérer par un recruteur et réussir à décrocher un entretien? Comme vous commencez avec une question large, très bien. Alors, pour nous, enfin, a priori de mon point de vue, l'enjeu au niveau candidat, c'est avant tout d'être visible. C'est-à-dire que de mettre en avant ou de savoir mettre en avant les éléments qui permettront aux recruteurs qui vous cherchent de vous trouver. Et ça peut passer via différents biais, hein, la façon dont le CV est présenté, quels sont les mots-clés. On va mettre en avant les contraintes vécues au niveau de l'expérience, comme, on va dire, le peaufinage du profil LinkedIn, par exemple. Il y a des algorithmes qui fonctionnent assez bien aussi.
Donc, je dirais avant tout qu'il y a différents canaux. Les annonces postées sont effectivement un biais intéressant. Et après, il y a tout le marché derrière, hors annonce, voilà, qui représente peut-être 90% de tout ce qui se passe. Donc, qui est, je dirais, à ne pas négliger, quoi. Très bien, merci beaucoup. À quoi est-ce que vous faites allusion quand vous parlez justement de ce marché caché ou de ce marché de 90%? Comment est-ce qu'on y accède finalement en tant que candidat? On y accède via des liens, des contacts, je dirais, moins, je dirais, classiques dans le process. Ça peut être via le fait de contacter directement un manager ou finalement de demander à l'une de vos relations de vous mettre en relation avec quelqu'un qui connaît, ce qui est déjà en soi une forme de recommandation. Ça peut fonctionner. Je dirais que le plus important, c'est de rester, je dirais, ouvert aux différentes opportunités qui peuvent se proposer et de les provoquer, en fait. Rien ne se passe si on ne provoque rien. Très bien. Merci beaucoup. Et vous avez mentionné aussi tout à l'heure la visibilité en parlant également pas seulement du CV mais de LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter sa visibilité sur LinkedIn? LinkedIn fonctionne avec beaucoup d'algorithmes, fonctionne d'ailleurs avec des algorithmes qui vont changer en fait en fonction ou prendre en compte les connexions que vous allez avoir. Donc, si votre réseau n'est pas du tout orienté vers les personnes que vous souhaitez contacter, ou avec qui vous souhaitez être en relation, l'algorithme ne vous proposera pas non plus comme contact potentiel à ces personnes. Donc, il y a certaines compétences. On peut mettre ce qu'on appelle des tags sur le profil, des mots-clés, d'ailleurs, que vos contacts peuvent recommander. Ça fonctionne pour modifier un peu l'algorithme. Mais je dirais aussi, il ne faut pas hésiter à contacter directement des managers, même que vous ne connaissez pas. En fait, statistiquement, beaucoup de gens, la plupart des gens acceptent en fait les contacts. Et même si ça ne débouche pas sur une relation, une discussion, on va dire, intense, en tout cas, ça impacte déjà l'algorithme, qui va vous considérer comme beaucoup plus pertinent par rapport à ce type d'industrie. Merci beaucoup. Ça peut déjà marcher. Merci beaucoup Amélie pour ces informations très pertinentes. Je vais peut-être rebondir en donnant la parole à Jacques sur ce sujet. Je pense que en tant que personne active dans un cabinet de recrutement, vous avez probablement des contacts aussi bien avec des candidats que des clients. Donc le réseau dans votre activité est quelque chose de très important. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Réseau, bon, je peux peut-être rebondir sur ce que disait Amélie. Je crois que c'est vrai, hein, la visibilité sur LinkedIn, elle est fondamentale. Hein, elle est fondamentale dans un marché que nous, les recruteurs de personnes qualifiées, on juge de très asséché. Hein, on passe quand même passablement de temps à chercher activement en fait des candidats. Donc, la visibilité sur LinkedIn est vraiment cruciale et la qualité de son profil LinkedIn est cruciale. La qualité de son réseau qui apparaît sur LinkedIn, elle est aussi importante. Je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à faire des contributions. Hein. Évidemment, il faut choisir quand même habilement le type de contribution que vous faites. Hein. Vous n'êtes pas sur Facebook, vous n'êtes pas sur Instagram. Mais c'est tout ça qui va augmenter votre visibilité et les mots-clés. Voilà, autrement, le réseau, oui, autrement, le réseau caché, comme disait Amélie, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter comment dire, à faire des postulations spontanées. Mais il faut faire des postulations spontanées au bon niveau. Ça ne sert à rien de l'envoyer au RH en général qui vont juste checker s'il y a un poste disponible et qui peut-être vont même pas comprendre vraiment vos compétences. Il faut toujours essayer de viser la bonne personne dans l'organisation. Hein. Ça, c'est le premier conseil, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. LinkedIn le permet de façon assez facile finalement d'identifier la bonne personne. Sinon, en effet, n'hésitez pas à utiliser votre réseau pour obtenir des recommandations.
Merci beaucoup, Jacques, pour ces différentes informations. Je vais peut-être basculer aussi justement pour clarifier un tout petit peu votre activité. J'ai souvent des demandes d'alumni dans les différents échanges qui ne comprennent pas très bien quelle est la différence entre un cabinet de recrutement et puis un chasseur de tête. Quelle est votre vision de la chose et puis surtout ce qui va les intéresser en tant que candidat, comment interagir avec des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête et comment répondre correctement aux sollicitations qu'elles peuvent apporter. C'est vrai que nous nous considérons comme un cabinet de recrutement. Donc, nous sommes mandatés par les entreprises pour rechercher des profils bien particuliers. Donc, ça fonctionne dans ce sens-là. Hein. Nos clients sont les entreprises, et ne sont pas les candidats. Ça, c'est une chose. Alors après, il y en a qui sont purement chasseurs de tête. Nous, on se dit recrutement parce qu'on va faire pour nos clients des campagnes d'annonces assez extensives, en particulier sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça nous arrive aussi de prendre des mandats de pure chasse de tête où il n'y aura pas d'annonces en fait qui seront mises, où on va les contacter directement les gens. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'était c'était quoi l'autre partie de la question? Comment, justement, en tant que candidat, si on reçoit des demandes de recruteurs, de chasseurs de tête, comment traiter ces demandes de manière optimale, en fait? Oui, bon, je pense que lorsque je vous contacte ou lorsque des personnes comme moi vous contactent, je pense que c'est quand même une assez bonne idée de répondre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre positivement, mais je pense que c'est bien de répondre. Beaucoup répondent d'ailleurs quelque chose. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Je suis très flatté. Vous êtes 100% dans la cible, mais je ne suis pas intéressé pour le moment. Hein. Je pense que ça, c'est bien. Certains vont répondre juste pour voir, hein, voir de quoi il s'agit éventuellement. Ça, vous avez le droit de faire toujours. Hein. Voilà, voilà, je n'ai pas beaucoup d'autres commentaires à ce propos-là. Je pense qu'il ne faut pas négliger ces approches-là, hein, qui sont maintenant très courantes, on va dire très courantes en Suisse, hein, ce mode de executive search, si on veut. Nous, on le pratique chez EMS en descendant de plus en plus bas dans la hiérarchie. Hein. On ne va pas le faire pour des techniciens, on ne va pas le faire pour des jeunes ingénieurs peut-être, mais on va le faire après pour des postes quand même relativement bas lorsqu'on n'arrive pas à trouver les bons candidats, lorsqu'il n'y a pas des bons candidats qui ont postulé directement. Très bien, merci beaucoup Jacques pour ces informations. Donc on a eu l'occasion d'évoquer déjà la visibilité sur LinkedIn, comment gérer les relations avec les cabinets et les chasseurs de tête. Je vais peut-être donner la parole à Sonia pour compléter. De votre point de vue, avec l'angle d'approche DRH en entreprise, quels seraient vos conseils pour les candidats pour justement se faire repérer par un recruteur ou pour réussir à décrocher un entretien d'embauche? Alors, effectivement, alors je rebondis également sur ce qu'ont dit Jacques et Amélie. Je pense que c'est très important le contact direct en tant que DRH. Personnellement, j'avais comme action de demander à mes managers R&D ou Indus de faire marcher leur réseau via LinkedIn, dans des activités sportives extra-professionnelles pour justement avoir les bons candidats, ou en tout cas des CV, non pas seulement sur recommandation et non pas sur simple postulation spontanée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Peut-être aussi des questions un petit peu plus pratiques, mais qui finalement peuvent sembler évidentes, mais qui ne le sont pas toujours. D'un point de vue de recruteur, qu'est-ce qui fait finalement un bon CV? Qu'est-ce qui doit apparaître ou quelles sont peut-être les erreurs vraiment clés à éviter? Est-ce que Sonia, vous voulez prendre cette question? Oui, alors volontiers, merci. Alors, je pense qu'il est important déjà, il faut que le CV soit lisible, pas trop chargé, avec des mots-clés, avec en tout cas succès qui puisse apparaître dans chacune des expériences, des dates claires, pas de faute d'orthographe. Ça, je pense que c'est aujourd'hui, malheureusement, on en voit encore trop. Et je pense que les jeunes qui sont trop habitués à des correcteurs automatiques, mais malheureusement, l'orthographe est importante. En tout cas, moi, j'y attache une importance.
Et puis effectivement, pas trop de texte, mais plutôt des mots-clés. On peut être créatif dans un CV, mais il faut qu'il soit lisible. N'oubliez pas qu'on passe entre 2 et 3 minutes par CV. Donc, il faut que les éléments clés qui sont dans l'offre d'emploi, en tout cas pour le poste ou pour le département pour lequel vous postulez, correspondent aux mots-clés que vous mettez dans votre CV. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce que, Amélie, vous aimeriez rebondir pour compléter cette question? Oui, alors tout à fait, puisqu'effectivement, nous, on reçoit les CV habituellement d'un département côté RH. En fait, c'est vrai que c'est très injuste. Les CV sont lus à première lecture, en fait, assez rapidement, quand même. Je dirais 2 minutes en moyenne, surtout si on en a reçu beaucoup. Donc, en fait, l'important est que les bons mots-clés qui permettent de vous identifier apparaissent par rapport à ce que vous voulez faire. Et après, il y a effectivement, Sonia, je vous rejoins tout à fait là-dessus, l'orthographe correcte, c'est important. Le fait que, comme on dit, la timeline, l'échelle de temps en fait, soit claire, pas de recoupement, de choses difficiles à lire, parce qu'en fait, ce sont des points qui ont l'air tout de suite étranges, du coup, en fait. Et en fait, il faut vraiment voir le CV comme une liste, finalement, des compétences pour lesquelles on va vouloir en savoir plus et vous inviter en interview. Donc, le but n'est pas de tout dire, mais d'en dire suffisamment pour qu'on ait envie de vous voir. Donc, ça peut être mettre en avant la contrainte, mettre en avant tout ce que vous avez fait, finalement, qui n'est pas standard. Aussi, souvent, il y a plein de petites tâches un peu qu'on fait en dehors de son poste pour aider l'entreprise. Et bien, ces choses-là, en fait, vous différencient de quelqu'un qui n'aura pas fait l'effort en plus, par exemple. Vous avez mentionné à plusieurs reprises, excusez-moi, cet aspect de contrainte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous entendez vraiment par là? Ce que j'entends par là, c'est que finalement, le même rôle n'a pas la même complexité. La même expérience n'a pas forcément la même complexité suivant l'environnement dans lequel le poste est réalisé. Si on parle d'environnement extrêmement contraint avec des régulations, prenez tout ce qui est lié au médical, à la pharmaceutique, une analyse de conformité qualité ne veut pas du tout dire la même chose que dans une machine plus statique où voilà, il n'y a pas de déplacement ou pas d'injection sous la peau, ce genre de choses. Donc la contrainte fait une différence dans ce sens-là. Donc, ce sera quelque chose une complexité supplémentaire qui aura dû être surmontée. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Avant qu'on passe au thème suivant, est-ce que Jacques, vous auriez encore quelque chose à ajouter sur cet aspect du CV pour convaincre? Oui, je pense qu'un point important, le CV il faut se souvenir que le CV reflète la personnalité de la personne. Si vous prétendez que vous êtes quelqu'un de synthétique, structuré, et que votre CV, c'est le chenille, voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je pense que le côté synthétique est très important. Un autre point important, c'est que les recruteurs ne prennent en général pas le temps, en Suisse romande en particulier, de lire les lettres de motivation. Donc, il faut que le CV soit autoporteur. La première partie du CV, sur quelques lignes, ça doit être votre lettre de motivation. Il faut que ce soit autoporteur, ça ne sert à rien d'avoir 2 documents. Il ne faut pas avoir un document trop long. Lorsqu'on est qualifié, lorsqu'on est un peu plus âgé, le CV peut tenir sur plusieurs pages. Je crois qu'il faut aussi bien réfléchir à mettre en avant ses soft skills. Pas seulement ces technical skills qui sont plus ou moins attendus d'un ingénieur EPFL ou plus ou moins évidents selon votre parcours ou selon votre formation. Par contre, tous les autres, je dis aux gens en général, il faut mettre en avant vos compétences. Il faut réfléchir en quatre catégories. Vos compétences professionnelles. Il y a les hard skills, les compétences, on va dire, techniques évidentes, mais il y a les soft skills qui sont importants. Il y a peut-être d'autres compétences que vous pouvez mettre en avant, telles que les compétences de gestion de projet, par exemple, ou vos compétences commerciales, ou développement de partenariat, financement. Il y a d'autres compétences que vous pouvez mettre en avant. C'est peut-être le dernier point que je fais ici, c'est réfléchissez vraiment en 4 catégories. Si vous ne réfléchissez pas en 4 catégories, vous tombez toujours sur les hard skills. Merci beaucoup à tous les 3 pour ces différentes informations. Donc,
Si on résume très rapidement ce qui a été dit jusqu'à présent, l'important, c'est donc de gagner en visibilité sur LinkedIn, de faire fonctionner son réseau, de ne pas avoir peur finalement d'activer aussi son réseau et de solliciter des managers, et puis de mettre l'énergie essentiellement sur le CV en mettant en avant ce qui nous différencie vraiment, pas uniquement au niveau technique, mais aussi sur l'aspect humain. Une fois que vous arriverez à appliquer ces différents conseils, vous devriez normalement pouvoir décrocher des entretiens, et à cette étape-là, il ne reste entre guillemets plus qu'à convaincre le recruteur que vous êtes la bonne personne pour le poste, mais aussi pour l'entreprise. Donc, l'entretien d'embauche, ça représente vraiment une étape cruciale du processus de recrutement, mais pas seulement pour le candidat, pour l'entreprise également, c'est un enjeu et une étape qui est importante. Et je pense que c'est donc intéressant qu'on échange ensemble au sujet des attentes finalement des recruteurs, des entreprises à ce stade-là du processus. Donc, je vais peut-être commencer par Sonia, si vous voulez bien nous expliquer, en tant que DRH, quelles sont vos attentes lors d'un entretien d'embauche? Très bien, merci Gaëlle. Donc, pour moi, lors de notre entretien d'embauche, c'est effectivement de découvrir le candidat. Donc, on a reçu un CV, on a retenu le CV pour les compétences, les hard skills, comme on dit. Hein. Il y a des mots-clés qui correspondent à ce qu'on recherche pour le poste. Maintenant, le prochain objectif pour nous en tant que recruteurs, c'est d'identifier, ou en tout cas d'être sûr que la personne que l'on rencontre va pouvoir s'intégrer et correspondre, pas seulement d'un point de vue hard skills, mais également d'un point de vue soft skills, c'est-à-dire culture d'entreprise, personnalité, au sein de l'entreprise pour laquelle il a postulé. Il ne faut pas oublier que le premier contact est extrêmement important. Quand vous rentrez dans une entreprise, ce n'est pas dans le bureau du DRH ou du manager que vous allez faire la différence, c'est déjà à la réception, lors de l'accueil. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est tout ce qui va mettre en évidence votre personnalité et qui va peut-être faire des points ou pas pour nous convaincre que vous êtes la bonne personne. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez justement des techniques ou des stratégies qui vous sont propres et qui vous permettent justement d'évaluer ou de mieux sentir la personnalité d'un candidat? Alors, personnellement, moi, j'aime bien l'entretien sous forme de discussion. Je trouve que lors d'une discussion, d'un échange d'égal à égal, ce n'est pas un interrogatoire. Certes, il y a des questions, mais c'est surtout de voir comment le candidat arrive à se présenter dans un laps de temps défini, avec son vocabulaire, son parler, et de voir mettre en évidence justement son parcours à travers ses dires. Avec des questions ouvertes, bien sûr, il y a l'entretien où on accueille le candidat, on présente l'entreprise, enfin, on se présente soi-même. Mais ensuite, lorsque la personne commence à parler de ses expériences, on verra tout de suite si elle arrive à être synthétique, si elle arrive à mettre en évidence ses forces, à expliquer aussi les échecs. Hein. Les échecs font partie de l'expérience professionnelle. Pour justement se mettre en évidence et nous convaincre, parce que l'objectif, c'est de nous convaincre que c'est la bonne personne. Merci beaucoup, Sonia, pour ces éléments de réponse très, très précis. Est-ce que, Amélie, avec votre angle de vision plutôt hiring manager, vous aimeriez rebondir sur ce qu'a dit Sonia? Est-ce que vos attentes sont similaires ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que vous aimeriez apporter? Alors, oui, donc globalement, je rejoins Sonia sur tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent. L'attitude et la personnalité, ça compte énormément. Ça, c'est clair. Il y a une question de culture d'entreprise aussi qu'on va retrouver. Pour nous, finalement, si on prend le temps, je dirais, de recevoir un candidat et d'effectuer un entretien, donc c'est le temps d'un manager, le temps de préparation, etc., c'est qu'en quelque sorte, sur la partie, je dirais, compétences, hard skills, comme on a mentionné, quelque part, ça fit, ça colle déjà. Donc, c'est vrai que pendant l'entretien, on va avant tout regarder deux choses. Déjà, si les compétences techniques correspondent à ce qu'on a lu, mais voilà, ça c'est quand même plutôt un élément qui devrait rassurer une personne qui a un petit peu de stress ou d'anxiété en entretien, c'est que si on vous reçoit, a priori, sur le papier, c'est bon. Et on va regarder, donc on va vérifier cet aspect-là et on va regarder à côté tout ce qui sera état d'esprit, éthique de travail, quelles sont les valeurs, ce genre de choses. Donc, d'ailleurs, ce qui signifie aussi qu'entre l'étape de l'entretien et
tout premier filtre du CV en 2 minutes. En réalité, il y a quand même une étape intermédiaire qui est de filtrer, on va dire, plus en détail les CV. Le premier filtre étant très rapide, mais plus grossier. Après, on va regarder plus en détail. Donc voilà. Après, il y aura différents types de points, parce qu'il y a toujours d'un côté du candidat quels sont ses objectifs. Donc, a priori, de bien comprendre le poste et de bien comprendre l'environnement de l'entreprise, quelles sont les possibilités et le potentiel, qui sont en général les éléments auxquels le recruteur essaie de répondre. Et à côté de ça, quelles sont les attentes aussi de l'entreprise. Alors, pour nous, c'est vrai qu'on recrute toujours sur des rôles permanents. Donc, on va faire très attention à quelles sont finalement les attentes de la personne à long terme. Quelqu'un que l'on recrute, finalement, c'est un investissement pour l'entreprise. Il y a une période de formation et après, il y a l'évolution à long terme de la personne qui va contribuer aussi au développement de l'entreprise. Mais du coup, c'est vrai qu'à choix, on préférera toujours finalement offrir le poste à quelqu'un dont on voit que ses attentes à long terme correspondent à ce qu'on pourra lui offrir aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci, c'était très complet. Merci beaucoup, Amélie. Est-ce que Jacques, vous êtes en accord avec tout ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a peut-être de derniers petits éléments auxquels vous êtes personnellement sensible et attentif durant un entretien? Oui, évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que ce qui est important pour un entretien, c'est la préparation. Il faut que le candidat il soit préparé. Le point le plus important, c'est la préparation. Le second point, c'est la préparation. Le troisième point, c'est la préparation aussi. Il faut qu'il sache, il faut qu'il se souvienne pour quel poste il a postulé, hein, qu'il ait vraiment fait son homework, hein, qu'il a vraiment étudié, qu'il a réfléchi, hein, et qu'il essaye de nous convaincre pourquoi il est la bonne personne. Et ça, c'est important. Ça me permet de parler aussi, on veut quelqu'un qui soit passionné, on veut quelqu'un qui montre par son attitude passablement de passion. Et puis, pour montrer sa passion et son intérêt, je crois que c'est important, comme dans un examen à l'EPFL ou n'importe où, oral, d'essayer de retourner les questions, hein, de devenir soi-même, de poser vraiment les questions pour montrer son intérêt à son futur employeur. Très important, ça. Ceux qui arrivent à faire ça, en général, ou ceux qui ont réussi à faire parler, on va dire, l'employeur, je pense qu'ils ont fait un grand bout du chemin. Merci beaucoup, Jacques. Je me souviens qu'en session de préparation, on avait discuté aussi de ce sujet, justement, de préparer des questions et de poser des questions pertinentes avec Amélie qui nous avait parlé d'une checklist qu'elle recommande notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet, Amélie? Alors, la checklist, ça revient à ce que Jacques mentionne en termes de homework, je crois. C'est vrai que l'idée, c'est de montrer effectivement son intérêt pour l'entreprise, mais aussi d'être efficace dans son entretien. C'est-à-dire pour vous, de récupérer toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour pouvoir décider si oui ou non, au final, le rôle proposé vous intéresse. Et en même temps, d'être réactif et attentif à ce que l'on va vous dire pour avoir une discussion vivante. Et c'est vrai que je recommande souvent de préparer à la maison, mais écrite, hein, comme à l'école, vraiment. À minima avec des bullet points, n'est-ce pas, ou des cases à cocher, mais quand même écrite, une liste de 10 à 15 questions, minimum. Parce qu'en réalité, une partie trouvera certainement sa réponse dans les premières discussions, mais en fait, donc, auquel cas, vous pouvez simplement noter à côté la réponse. Et pour la suite, en fait, ça vous donne des pistes d'ouverture pour anticiper le moment fatidique où on vous demandera si vous avez des questions. Effectivement, c'est toujours bien heureux à ce moment-là d'avoir des questions. Ça montre à minima de la politesse pour la personne qui a passé du temps à discuter avec vous. Et ça vous évite l'embarras de ne pas en avoir. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour tous ces points très pertinents. Je redonne la parole à Sonia. Vous, personnellement, quels seraient vos conseils pour réussir l'entretien d'embauche? On a parlé de la préparation, on a parlé de se renseigner sur l'entreprise, sur les valeurs, de montrer sa passion, de poser des questions et d'interagir. Est-ce qu'il y a autre chose que vous ajouteriez à cette liste? Ouf.
Ça va être difficile parce qu'effectivement, je pense que les valeurs, au final, ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que la personne va pouvoir évoluer et s'épanouir au sein de l'entreprise avec les valeurs de l'entreprise. Chaque entreprise est différente, chaque entreprise a ses propres valeurs, a ses propres cultures, sa propre culture. Donc, il est très important dans sa préparation déjà d'apprendre à connaître l'entreprise. Ça, LinkedIn est aussi une fenêtre qui vous permet de découvrir l'entreprise pour laquelle vous allez postuler, faire l'entretien. Il y a des entreprises très conservatrices, il y a des entreprises type start-up, très jeunes, très dynamiques. Les profils attendus ne sont pas forcément les mêmes, les évolutions ne sont pas les mêmes, les challenges ne sont pas les mêmes. C'est aussi, dans ce cadre de cette préparation, de bien vous poser la question, est-ce que ma personnalité, mes attentes fit avec cette culture d'entreprise et ses valeurs? Nous, de notre côté, en tant que recruteur, on va faire ce travail quand on vous fait parler, quand on vous pose ces questions, et Amélie l'a bien soulevé, c'est qu'on va aussi vous projeter dans l'organisation, non pas sur du court, moyen terme, mais aussi sur du long terme. Mais est-ce que votre profil, votre personnalité va pouvoir s'intégrer au sein des équipes avec votre futur manager et avec l'environnement de travail? Et ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup à tous les trois pour ces précieux conseils qui, j'en suis persuadée, pourront servir à beaucoup. Le dernier thème que j'aimerais aborder avec vous avant d'ouvrir la partie questions-réponses, ce serait plutôt quelle serait la bonne stratégie pour les candidats qui auraient des profils, comme on appelle, plutôt atypiques. On sait aujourd'hui que la méthode traditionnelle, si je peux dire, de recherche d'emploi, donc voir une offre d'emploi, envoyer son CV, en général, ça fonctionne plutôt bien pour des candidats qui ont des parcours classiques, qui postulent dans leur domaine de compétences aussi. Mais des fois, c'est vrai que la recherche d'emploi, elle peut s'avérer un peu plus challenging pour ces profils atypiques. J'entends par là des personnes qui auraient ces fameux trous dans leur CV, qui peut-être seraient surqualifiées et ne sauraient pas comment montrer leur motivation par rapport à leur qualification, qui pourraient manquer de cohérence peut-être ou de fil rouge dans leur parcours professionnel, ou tout simplement qui auraient envie de se réorienter dans un domaine différent. Donc, on a la chance d'avoir dans notre panel d'experts 2 personnes qui, justement, après une formation d'ingénieur, se sont réorientées dans un domaine complètement différent qui sont les ressources humaines. Donc, on va pouvoir bénéficier de leurs conseils sur comment réussir, en fait, cette transition. Je commence avec Jacques, volontiers. Jacques, quels conseils vous aimeriez donner, justement, à des candidats avec des profils atypiques pour réussir à convaincre un recruteur? Bon, évidemment, ces personnes-là doivent faire un effort encore supplémentaire par rapport à d'autres pour vraiment expliquer leur parcours, expliquer leur motivation. Leur parcours a pu être chaotique, il a pu être atypique, comme vous dites, pour toutes sortes de bonnes raisons, de bonnes et de mauvaises raisons. Mais chacun d'entre nous, on arrive à démontrer quand même un fil rouge, une motivation. Donc, il y a vraiment un effort supplémentaire qui doit être fait pour l'expliquer. Probablement pour désamorcer dès le début, si vous avez la chance d'être en entretien, ou même si vous n'êtes pas en entretien, dans votre courrier ou dans le début de votre CV, peut-être désamorcer le problème des trous et le problème du changement assez fréquent de direction. Je pense que ça c'est très important. L'autre possibilité, c'est justement à travers les compétences professionnelles. Je vous ai parlé des compétences professionnelles en plusieurs catégories. Ces compétences professionnelles, c'est le moment important, c'est ces compétences-là qui vont pouvoir être transférées, qui peuvent être transposables d'un secteur à un autre, d'un poste à un autre. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'appliquer à faire ça. Les Allemands, par exemple, qualifiés, souvent sur la première page du CV, ne mentionnent aucune expérience professionnelle. Ils vont mettre en avant que des compétences qui sont transposables ou transférables. Voilà. Puis à part ça, les trous, il n'y a pas de mauvaise réponse aux trous. Il faut simplement avoir une bonne réponse. Comme je crois Sonia l'avait mentionné, il faut être bien préparé et pour être capable de bien argumenter, que ce soit les échecs, que ce soit les trous. Qu'est-ce que j'ai fait durant cette période? Est-ce que j'ai juste cherché du boulot et attendu chez moi? Est-ce que je me suis formé? Est-ce que j'ai fait une activité de bénévole?
Est-ce que j'ai profité de faire un tour du monde? Est-ce que j'ai profité de me remettre en forme parce que j'ai eu peut-être 20 ans de carrière super intense? Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est authenticité et motivation. Peut-être juste pour préciser, est-ce que ces différents éléments que vous avez mis en avant par rapport au trou, qui effectivement en entretien d'embauche s'expliquent peut-être plus facilement de vive voix, est-ce que c'est des choses que vous conseilleriez de mettre noir sur blanc sur un CV? En tout cas, ce que je conseille, c'est de ne pas les cacher. Transparence, c'est super important. Et puis après, on peut mettre quelque chose qui correspond au trou. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait durant cette période-là dans le timeline, comme mentionnait Amélie, hein, dans la chronologie? Je pense que c'est important. C'est important de mettre un mot ou juste quelque chose. Comme ça donne une indication. Surtout pas essayer de les cacher. Je pense que c'est contre-productif. Merci beaucoup, Jacques. Je vois Sonia qui hoche la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que j'imagine que vous êtes en accord avec ce qui a été dit par Jacques? Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez compléter? Non, alors je rejoins complètement Jacques. Effectivement, je pense que surtout aujourd'hui, on essaye d'avoir un work-life balance équilibré, hein, où il n'y a pas que le travail, et de mettre en évidence d'autres activités. Un break peut se justifier sous différents angles. Pour moi, l'authenticité, elle est extrêmement importante. Il faut rester soi-même, et les choix qu'on fait dans sa vie professionnelle et les décisions qu'on prend, elles ont une raison. Et ces raisons peuvent être expliquées lors de l'entretien. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive déjà au bout de cette table ronde. Peut-être pour le mot de la fin avant d'ouvrir la session de questions-réponses, est-ce que vous auriez chacun un dernier conseil ou un dernier secret de recruteur que vous aimeriez partager avec nos alumni, nos étudiants pour les aider dans leur recherche d'emploi ou à décrocher le travail de leur rêve? On va commencer avec Amélie. Alors oui, merci. Est-ce que je peux donner comme conseil tips and tricks de recruteurs, ce serait vraiment de considérer l'entretien en fait comme pour ce que c'est en fait, c'est-à-dire un exercice de communication à la fin. Ça signifie plusieurs choses. La façon dont on se présente bien sûr est importante, mais aussi que l'objectif à garder en tête finalement, c'est de vous ouvrir le plus de portes possible pour avoir le choix. L'objectif, c'est de vous offrir le choix à la fin. Donc il peut y avoir en fait au sein de certaines entreprises pour une même annonce postée, plusieurs postes par exemple derrière. Et ça, vous ne le savez pas au moment de faire l'entretien. Donc, en quelque sorte, le plus dangereux, le pire qui pourrait arriver, ce serait que vous décidiez avant la fin de l'entretien que finalement le poste ne vous convienne pas et qu'après coup, 2 jours ou 3 jours plus tard, vous vous disiez, mais en fait, si. Donc, je dirais qu'il faut vraiment rester jusqu'au bout dans l'exercice de communication pour vous laisser le choix et la possibilité de revenir plus tard. Donc après, voilà, il y a d'autres éléments qui vont avec. Prendre des notes, ça fait sérieux, bien évidemment. Envoyer un email de remerciement après coup, ne serait-ce que pour le temps passé, en fait, simplement. Ça se fait et en réalité, très peu de personnes le font, moins de 10%. Donc ça vous démarque tout de suite. On se dit, waouh, on a quelqu'un qui a des qualités humaines à remarquer, en tout cas. Merci Amélie pour ces conseils très, très concrets et finalement assez faciles à mettre en pratique. Jacques, le mot de la fin de votre côté. Pas beaucoup à ajouter, mais c'est vrai, je rebondis volontiers sur ce que vient de dire Amélie. Oui, la lettre de remerciement, elle s'impose. Hein. C'est aussi l'occasion de retour chez soi, de peut-être d'ajouter encore un ou deux éléments, ou d'abord de confirmer son intérêt, hein, et puis c'est l'occasion d'ajouter un ou deux éléments que vous auriez voulu dire, mais que vous n'avez pas pu dire. Évidemment, il ne faut pas en faire une page entière, hein, mais voilà, je crois que autrement, je n'ai pas beaucoup d'autres recommandations. C'est vraiment une question d'attitude. Il ne faut pas vous mettre en victime, quoi. Il faut plutôt, comme je vous ai dit avant, il faut plutôt imaginer un marché de l'emploi où les employeurs ont de la difficulté à trouver certains profils. Hein. Ils ont de la difficulté à trouver certains profils. Il faut réfléchir vous-même, ce que vous voulez vraiment faire. Donc, c'est le bon moment pour vous de poser des questions, hein, de retourner les questions. C'est tellement important. Hein, c'est tellement important. Voilà. Merci Jacques pour ces conseils.
Et enfin, je termine avec Sonia, un dernier conseil que vous aimeriez partager. Oui. Alors moi, j'aimerais apporter un complément à ce qu'a dit Amélie par rapport à la discussion. En tant que DRH, ça m'est arrivé d'avoir un candidat pour un poste et lors de l'entretien et de la discussion, on a réalisé que le candidat serait parfait pour un autre poste qui était ouvert en interne. Et moi-même, l'ayant vécu à titre personnel, quand j'ai eu le poste de DRH, j'avais été à un entretien pour un poste de directeur technique. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se fermer les portes lors d'un échange avec un recruteur qui reste un être humain comme tout le monde. C'est la discussion et le fait de mettre en évidence vos compétences techniques, personnelles et de montrer votre passion et votre authenticité peut déboucher sur autre chose. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, si on résume, soyez curieux, ayez l'esprit ouvert, soyez sûrs de vos compétences et dirigez-vous vers quelque chose que vous aimez faire parce que la passion, on l'a dit aussi à plusieurs reprises, est essentielle. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour ces différents éléments de réponse et je vais laisser la parole à Leïla pour la dernière partie de questions-réponses. Merci beaucoup pour toutes vos interventions, c'était très intéressant. Donc, on a quelques questions là du public et j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont complémentaires. Donc, la première, ce serait, j'en ai une là qui est intéressante en lien avec le salaire. En fait, c'est vrai que c'est une étape aussi critique pour pouvoir clôturer et s'aligner. Et parfois, ça peut être aussi quelque chose qui peut être un frein au départ, en fait. Donc, comment connaître sa valeur en termes de salaire avant l'entretien, puis comment négocier efficacement afin d'obtenir un salaire à la hauteur de ce qu'on vaut. Donc, volontiers pour avoir vos conseils par rapport à ça. Donc, on peut commencer peut-être par Sonia. Oui, alors c'est vrai que la question du salaire est toujours très délicate. Et je pense que ce n'est pas un sujet qu'on doit aborder, bien sûr, lors de l'entretien. Aujourd'hui, déjà, avec Internet, vous trouvez facilement des benchmarks, rien que sur le site du canton de Vaud. Vous trouvez des informations par rapport à votre profil, etc. Maintenant, il faut vraiment faire attention par rapport au type d'industrie dans lequel vous allez évoluer. Par exemple, le pharma ou le tabac paye beaucoup plus que l'industrie. Donc, on ne peut pas arriver ou imaginer un poste dans l'industrie tel que le connecteur et dire moi je viens du tabac ou bien le tabac propose parce que les écarts peuvent être entre 10 et 15%, hein, donc et ça il faut être réaliste, il faut être conscient que les chiffres que vous allez trouver sur internet vont changer en fonction de l'industrie ou de l'entreprise. Ensuite, moi je dis toujours, une fois que vous avez en tout cas un chiffre en tête, il ne faut pas oublier qu'il faut donner à l'entreprise l'envie de vous engager. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'au bout d'un moment, c'est clair qu'on ne va pas dépasser des chiffres ou aller vers des sommes exorbitantes, mais dans la négociation, c'est aussi mettre en évidence ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, à l'employeur, et de le justifier. Après, il y a des entreprises qui rentrent en matière, il y en a d'autres qui ne vont pas rentrer en matière. Mais cette notion de négociation, elle va arriver en général après 1 ou 2, voire 3 rounds d'entretien avec l'entreprise. Donc, premier round avec RH manager, deuxième round, ça peut être avec l'environnement de travail, comme d'autres collègues ou de futurs collègues. Puis à la fin, il va y avoir, s'il y a un intérêt de part et d'autre, il va y avoir l'offre de l'entreprise envers le candidat. Et c'est là où le candidat va identifier si l'offre correspond à ses attentes ou non. Alors, dans l'offre, il y a le salaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout ce qui est autour. Il peut y avoir l'assurance maladie, il peut y avoir la cantine, il peut y avoir des éléments tels que des bénéfices en interne, pour le fitness, etc. Donc, il faut mettre tout ça en exemple, en évidence, et voir quelles sont vos attentes par rapport à cette notion financière. Merci beaucoup, Sonia. Peut-être Jacques, si vous avez aussi un mot à dire à ce sujet. Est-ce qu'il faut déjà mentionner ses attentes au départ ou quand on vous demande, comment vous répondez en fait, si on demande quelle est la comment dire, la range, je trouve plus le mot en français.
Non, non, c'est clair, je confirme, c'est un élément un peu délicat, mais c'est un élément de négociation important aussi, hein. C'est à ce moment-là que vous démontrez aussi à votre employeur votre capacité, votre savoir-être, votre capacité à négocier. C'est très important. Alors, il y a certains types d'entreprises, vous pouvez le deviner, ils ont des classes de salaire, ils ont des échelons. Votre pouvoir de négociation, finalement, va être assez faible, hein, et si vous voulez vraiment le poste, il suffira de dire quelque chose du style, écoutez, j'imagine que vous avez des classes de salaire et que vous traitez les gens de façon équitable, hein, etc. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans des chiffres, hein, et puis ça va être le cas. De toute façon, vous n'avez pas de pouvoir de négociation. Et puis autrement, évidemment, il y a d'autres postes plus élevés où là, tout d'un coup, votre pouvoir de négociation, il faut l'utiliser, hein, il faut l'utiliser. Je me souviens d'un candidat qui a décroché un énorme salaire, qui, lui, il a répondu quelque chose du type euh, proposez-moi ce que vous pensez, euh, proposez-moi la valeur que j'ai, quoi. Imaginez quelle valeur j'ai, et puis moi, de mon côté, je vais réfléchir si je viens chez vous, hein. En gros, en substance, c'était quelque chose comme ça. Et ensuite, je me souviens, mon client m'a appelé plusieurs fois pour me dire, écoutez, est-ce que 240, ça va être assez? Est-ce que 300, est-ce que vous pensez qu'avec 300, il va accepter? En fait, finalement, l'employeur a eu peur, quoi, a eu peur, et ça a vraiment retourné la situation. Et ce monsieur a décroché un énorme salaire. Bravo. Bon, bon exemple, merci beaucoup. J'ai une question là de Anna euh, qui est intéressante. C'est vrai que ce soit pour un premier emploi ou que ce soit aussi pour... souvent, on dit que les femmes ne postulent pas si elles n'ont pas 100% en fait, du profil attendu et des critères demandés dans une annonce. Euh, ou alors aussi pour un premier emploi, si on n'a fait que quelques stages, etc., alors que 2 ans d'expérience sont demandés. Donc, est-ce qu'on postule tout de même et comment contourner ça en fait? Alors peut-être Amélie, volontiers, si vous voulez. Oui, sans souci. Alors, je dirais que c'est vrai, en fait. Les femmes postulent moins si elles correspondent moins parfaitement à la description. Je dirais en moyenne, si vous couvrez 60 à 70% du poste, vous pouvez postuler, en fait. Pour la simple et bonne raison qu'il y a probablement, si l'entreprise s'est donné la peine de créer une annonce, soit c'est très spécifique, soit c'est plutôt générique. Et si c'est plutôt générique, il y a probablement plusieurs postes, en fait, derrière. Et ça vous permet déjà de rentrer dans, comment on dit, la filière, d'entrer dans les petits papiers du RH qui, du coup, va aussi vous considérer pour les autres postes qu'il peut avoir. Entre 0 et 2 ans, je dirais, pour 2 ans d'expérience, en réalité, ce qu'on recherche, c'est une première expérience. Donc, si vous avez des stages, oui, il faut les mettre en avant. Si c'est trop junior, ben, on vous dira c'est trop junior. Voilà. Mais si on cherche quelqu'un qui a déjà, je dirais, 2 ans ou 3 confirmés, enfin sûr, pas seulement stage, en réalité, on mettra une annonce à 3-5 ans d'expérience, pas à 2. Très bien, merci. J'ai une autre question. Donc, c'est vrai il peut y avoir en fait des ruptures avec. On peut être licencié ou on peut avoir quitté un emploi parce qu'on s'entendait pas avec son employeur précédent. Il y a eu une mauvaise entente avec un supérieur. Donc bonjour. Donc comment aborder lors d'un entretien le fait que le dernier emploi s'est fini par un licenciement dû à une mauvaise entente avec le supérieur, incompatibilité de caractère. Donc c'est vrai que c'est délicat. Comment en parler et comment apporter ces éléments-là. Donc peut-être Jacques, si vous voulez nous donner des informations. C'est des questions importantes, c'est des questions difficiles aussi. Il faut vraiment être préparé pour expliquer dans tous les cas pourquoi on est parti, hein. Et puis là aussi, un peu d'authenticité, ne pas dire du mal de l'employeur précédent, ça c'est un peu la règle quand même, hein. Et puis essayer de retourner ça de façon un peu plus neutre, hein. J'ai eu des divergences stratégiques avec mon employeur précédent ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça demande beaucoup de travail. Il faut vraiment réfléchir au pitch. Ça demande aussi un deuil, de faire le deuil, hein, vraiment avant de postuler ailleurs, hein. Il ne faut pas que vous soyez en train de vous plaindre de la façon dont vous avez été licencié, hein.
au moment où vous recherchez du travail. Sonia, vous voulez ajouter Oui, alors voilà. je voulais rebondir sur il ne faut pas dénigrer son ancien employeur, c'est extrêmement important. Moi, j'ai eu des candidats où, lors de l'entretien, ils se sont lâchés dans cette discussion. Et honnêtement, on ne retient pas parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir. Il y a eu un événement qui a amené à une décision de part et d'autre. Il faut l'assumer. La notion de deuil, elle est tout à fait juste de ce que dit Jacques. Mais lorsqu'on va en entretien, on reste digne, on explique, on est clair et on est là parce qu'on veut s'orienter vers le futur. C'est ça qui est important. Je suis là pour donner mes prestations, mettre en avant ma valeur ajoutée et non pas ressasser le passé. Et ça, l'employeur et les recruteurs, en tout cas personnellement, moi j'ai eu 2 cas comme ça et ça passe pas l'entretien, vraiment. Tout à fait. Très bien. Amélie, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là ou vous avez... Oui, c'est une question importante effectivement dans le sens où on vous demandera toujours en fait quelles sont vos raisons pour chercher une nouvelle opportunité. Après, je recommanderais plutôt de la garder de manière très factuelle et très neutre. Puisqu'au final, si vous êtes capable d'en parler de manière, posée, et simplement de constater qu'à un moment donné, il y a eu une divergence d'opinion et que du coup, d'un côté ou de l'autre, vous avez préféré partir, ça suffit en fait. On n'a pas forcément besoin de tout savoir. Si besoin, la personne, le recruteur vous posera la question plus en détail et ira creuser avec vous, mais pourquoi, etc. Mais autrement, sans question plus détaillée, vous pouvez rester juste neutre et factuel. Ça suffit. Merci beaucoup. Là, j'ai une question. Donc, lors de l'entretien, comment répondre à une question où la compétence nous manque? Par exemple, on nous demande la maîtrise d'un certain software qu'on n'a jamais utilisé et qu'on ne veut pas répondre non, je ne sais pas. Alors, qui veut se lancer? Alors, moi, si je peux me permettre, j'ai déjà eu ce cas-là. Je pense ce qui est important, c'est au contraire de dire je n'ai pas cette compétence, mais je suis prête à apprendre. L'entreprise, c'est clair, si c'est 80% du job, ça ne va pas la faire, mais il y a parfois des éléments comme l'anglais, par exemple, ça intervient souvent. J'ai mon anglais qui est un petit peu rouillé, je n'ai pas pratiqué. Et ça, l'entreprise, en général, elle a soit des cours in situ, soit où la personne même peut dire, mais je vais prendre des cours en parallèle pour perfectionner mon anglais. En tout cas, de montrer cette volonté d'apprendre, parce que finalement, c'est ça aussi qu'on va rechercher, c'est cette notion de formation continue au sein de l'entreprise et aussi en externe. Très bien. Est-ce que vous voulez encore ajouter Oui, moi je dirais, si je peux compléter, que la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'a priori, personne ne correspond 100%. Hein. Personne. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, pour nous tous, du coup. Je dirais qu'effectivement, il ne faut pas mentir. Et du coup, ça vous mettra en valeur plutôt comme ayant une approche d'honnêteté et de transparence, donc quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que finalement, dans un projet ou vis-à-vis du management, c'est toujours très important de savoir sur quoi on peut compter en fait dans l'équipe et là où l'équipe a besoin d'aide. Et savoir bien répondre à cette question, ça peut être une manière de le montrer. Et après, je rejoins Sonia sur l'approche constructive. Dire, OK, là, je ne sais pas tout, mais je pense que j'ai une première idée ou une bonne compréhension de la problématique pour telle et telle raison, vue dans votre expérience. Ça vous fait le lien, quoi. Et montrer cette capacité finalement d'apprendre et de pouvoir se développer, même si on n'a pas la compétence. Très bien. Je vous remercie. Je pense qu'on arrive en fait au terme de cette conférence. J'aimerais vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir participé, d'avoir pu partager votre expérience sur ces sujets qui sont essentiels. Il y a énormément d'autres questions qui n'ont pas encore été, qu'on n'a pas pu, auxquelles on n'a pas pu répondre en direct, mais certaines ont été couvertes tout de même dans les discussions préalables. Donc, j'aimerais simplement, en guise de conclusion,
Vous dire aussi que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de réseau. Le réseau est important et on a la chance en fait de faire partie du réseau EPFL Alumni, plus de 37 000 talents. Donc souvent on dit j'ai pas de réseau, mais si vous en avez un, donc profitez-en, utilisez-le. L'autre chose c'est qu'on offre aussi des différents outils de carrière justement. C'est Gaëlle qui offre ses services, donc, que ce soit les entretiens individuels, que ce soit des workshops. Donc, je vous encourage vivement vraiment à profiter de ces services pour vous aider. Et je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup de succès dans la suite. Donc, voilà, je ne sais pas si Gaëlle, tu veux rajouter encore quelque chose, mais sinon, on va vous dire au revoir. Non, je pense que le sujet a été bien couvert. Effectivement, je suis volontiers à votre disposition s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Vous avez tous mes coordonnées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. J'y réponds volontiers. Merci beaucoup en tout cas de l'intérêt porté à cette conférence. Vous avez été très nombreux en tout cas à participer aujourd'hui, donc c'était vraiment un plaisir. Et puis, juste le mot de la fin, un immense merci à Sonia, Amélie et Jacques pour votre temps et pour la pertinence des conseils et des expériences qui ont été partagées. C'était vraiment, je pense, d'une très grande valeur et je vous remercie beaucoup pour ça.